Bonjour à tous. On va finir aujourd'hui ce chapitre sur la partie du modèle ondulatoire et modèle corpusculaire, ce qui nous permettra d'avoir plus ou moins fini le programme de l'année. Donc, rappel des faits de la semaine dernière. On s'était rendu compte que pour une longueur d'onde donnée, on ne pouvait pas envoyer n'importe quelle quantité d'énergie. Il y avait une quantité d'énergie, une fraction d'énergie minimale, en deçà de laquelle on ne pouvait pas aller pour une longueur d'onde donnée. Et c'est ça qui est à la base de l'existence du photon, de la particule de lumière élémentaire pour une longueur d'onde qui est définie, et que ce photon, on peut calculer cette énergie élémentaire. Elle vaut E égale H fois C sur lambda si on parle avec des longueurs d'onde, ou alors H fois nu si on parle de la fréquence. Donc nu, je rappelle, c'est la fréquence et la lettre qui ressemble à un petit v. Donc c'était là-dessus qu'on s'était arrêté. La dernière fois, on avait parlé des domaines de fréquence, du modèle corpusculaire, et comme on arrivait quasiment à 1 heure de cours, je vous avais dit qu'on allait s'arrêter là parce que ça allait vous faire beaucoup à assimiler pour une séance. Donc maintenant, question 3, niveau d'énergie et spectre. Vous l'avez peut-être vu en seconde quand on a fait l'histoire du modèle de l'atome, je me rappelle même plus si on en a pas parlé en début d'année, c'est pas grave. Donc le modèle de l'atome, vous savez que ce modèle est passé par plusieurs étapes, d'un modèle qui était purement philosophique au niveau de l'Antiquité, qui a évolué sur pas d'atome du tout pendant la fin de l'Antiquité et toute la période du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance et même les Lumières, et qu'on a peu à peu commencé à se poser la question de ce modèle particulier avec John Dalton et les différentes évolutions qu'il y a eu derrière. Dans un premier temps, la façon qu'on a représenté l'atome, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire une représentation où l'atome, c'est donc du vide avec un noyau au milieu et des électrons qui tournent un petit peu partout. Donc le modèle planétaire de l'atome. Donc avec des électrons qui tournent autour. Donc je vais faire la légende après. Donc ici vous avez le noyau. Et tout autour, vous avez des électrons qui tournent et qui se déplacent, comme ça. Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle planétaire. Et en fait, dans ce modèle planétaire, le modèle de Bohr va dire, en fait, donc le modèle de Bohr, alors c'est celui qui arrive après celui de Rutherford. Donc le modèle de Bohr, les électrons ne se trouvent pas n'importe où, mais des orbites bien définies, sur des positions bien définies autour du noyau. Alors ils sont en mouvement, mais on a des positions et pas d'autres, bien définies autour du noyau. Autour du noyau, je vais y arriver. Voilà. Donc, chaque position va correspondre à un niveau d'énergie. Et en fait, par défaut, c'est-à-dire au repos, les électrons sont au plus proche du noyau. Alors, au plus proche du noyau,
c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a tendance à noter l'état d'énergie E1. Et s'en éloigne. Alors, au plus proche du noyau, donc c'est ce que j'ai écrit, hein, c'est E1. Et s'en éloigne. Lorsqu'ils sont excités. Et ces autres niveaux, eh ben, on peut les nommer E2, E3 et E4. Alors, vous avez remarqué sur le schéma, je ne les ai pas fait tous de la même distance parce que en fait, cette distance là pour les niveaux d'énergie, elle varie, elle n'est pas régulière, elle dépend de la structure du noyau et de beaucoup de choses. Donc voilà, ce sont des niveaux qui sont au-dessus. Donc comme il faut plus d'énergie sur cette échelle qui correspond à l'énergie de l'atome, on a des niveaux qui montent de plus en plus. Et on a le niveau fondamental qui est le niveau le plus bas. Qu'on va retrouver tout en dessous. Et eux, ce sont les niveaux qu'on va dire excités. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour exciter un électron? Généralement, ça va être lors de la réception d'un photon, de la lumière. Hein. Si vous avez de la lumière qui arrive sur un atome, eh ben, vous allez avoir certaines longueurs d'onde bien précises, et on va voir auxquelles elles correspondent, qui vont faire passer l'électron du niveau E1 au niveau E2, ou alors du niveau E1 au niveau E3, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les électrons peuvent passer d'un niveau à n'importe quel autre directement. C'est-à-dire que si jamais vous aviez un microscope qui était capable de regarder un atome et que vous regardiez un électron, vous ne le verriez pas passer d'une orbite 1, enfin d'un état 1 à un état 2. Il passerait instantanément de l'un à l'autre. Et il ne peut pas se trouver dans un état intermédiaire état intermédiaire à deux niveaux d'énergie. Bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que si jamais il passe d'un état n à un état, je sais pas moi, p, avec un p qui est plus grand que la valeur de n, genre par exemple il passe de E1 à E3, pour passer de E1 à E3, l'électron doit absorber de l'énergie, il va s'éloigner de l'atome. En revanche, si vous devez passer de E3 à E1, il va falloir qu'il perde de l'énergie, et donc pour perdre de l'énergie, il va le faire sous la forme d'un photon, donc un quanta, une quantité de lumière. Donc, pour passer d'un niveau à l'autre, un électron va émettre. Alors pour émettre, il faut qu'il descende en énergie ou absorber. Et donc là, c'est quand il va recevoir de l'énergie, donc il va monter en énergie, donc par exemple de, je sais pas moi, de E2 à E4.
un photon ayant une énergie E photon exactement égale à énergie de photon égale, on va plutôt l'écrire comme ça, à l'écart d'énergie séparant les deux niveaux et donc en clair, c'est très simple, pour être capable de calculer l'énergie du photon qui a été absorbé par l'électron, il suffit juste de regarder à quel niveau d'énergie il était et à quel niveau d'énergie il est et de faire la différence entre les deux. Alors ça, c'est en pratique, parce qu'en fait, en réalité, les niveaux d'énergie d'un atome, on les connaît pas. Hein. Tout ce qu'on voit, bah, c'est le photon qui est émis. Ça, on peut le mesurer, hein, ce qui va être absorbé par l'atome ou ce qui va être restitué, ce qui va être émis. En revanche, on ne connaît pas les niveaux d'énergie. Donc derrière, il va falloir les retrouver. Alors, je vous le cache pas, c'est le sens du tout dernier exercice du cours que je vous ai donné. Alors, tout en bas, dans la partie ondes et signaux première, vous allez avoir cet exercice-là, c'est encadré en gris, où justement le but, ça va être, à partir d'un spectre, de retrouver les niveaux d'énergie. C'est un exercice qui est relativement long, mais là, c'est vraiment l'aboutissement du chapitre. Si vous êtes capable de faire ça, j'ai essayé de le corriger au maximum, même si je suis un petit peu limité, évidemment. Voilà. C'est vraiment l'aboutissement du chapitre. Nous, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, si on regarde, alors je pensais l'avoir ici, voilà, ces images-là, là, que vous pouvez voir ici, ce sont des images que j'ai prises à l'aide d'un spectroscope de différentes lampes à vapeur. Ces lampes à vapeur, ce ne sont pas des lampes que vous avez dans le commerce, parce que au niveau de la lumière, c'est pas une lumière qui est du tout naturelle, donc elle n'est pas agréable à nos yeux. Ce sont en fait des lampes classiques. À l'intérieur de cette lampe-là, de cette ampoule, vous avez un gaz. Et ce gaz, il va être excité sous la forme d'un champ électrique. Et donc ce gaz va se mettre à émettre des photons. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fonction du gaz, on ne va pas observer à l'œil directement les mêmes couleurs, mais quand on va regarder sur le spectroscope, on ne verra pas les mêmes raies de lumière qui vont apparaître. C'est-à-dire que si vous observez une lampe à vapeur d'hydrogène, typiquement, vous avez une lumière qui est plutôt rouge, et quand vous le regardez à l'intérieur au spectroscope, vous avez la ligne du milieu ici, qui correspond en fait à la fente du spectroscope. Je ne sais pas si j'en ai un encore en état de marche, là, parce que je les ai fait construire à mes secondes, si j'en ai un. Hop. Donc vous pouvez regarder le programme de seconde. Là sur le site, il y a un moment où je leur montre comment construire un spectroscope. Spectroscope, hein, vous pouvez le faire chez vous avec un rouleau de papier toilette, 2 morceaux de carton avec une fente très fine et un morceau de CD de l'autre côté. Et donc vous regardez à travers la fente comme ça, et normalement vous devriez pouvoir voir une espèce d'arc-en-ciel. Alors je vais essayer de le faire en direct avec la webcam. Je passe ici pour voir si la webcam elle voit quelque chose. Donc je vais utiliser la lampe de mon bureau, donc qui est très puissante. Là vous voyez que ma webcam elle est en train de s'adapter, voilà. Et vous observez l'arc-en-ciel qui se forme en bas. Cet arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière de la lampe à l'aide en fait des pistes que vous avez sur un CD-ROM. Vous avez des pistes qui sont gravées très proches les unes des autres, et ce sont ces pistes-là qui vont faire ce qu'on appelle un réseau, et qui vont permettre de séparer les différentes longueurs d'onde que vous avez dans la lumière qui est face à vous. Bon, donc ça, c'est une lumière, c'est une lampe à LED hein, en pratique, mais elle est relativement proche de la lumière naturelle, donc on observe un arc-en-ciel modulo le capteur qui est capable de voir que du rouge, du vert et du bleu. Maintenant,
on revient sur la lampe à vapeur d'hydrogène. Si je l'avais regardé avec ce capteur-là, j'aurais vu qu'une bande bleue et une bande rouge qui étaient séparées, pas un arc-en-ciel continu comme tout à l'heure. J'ai fait ça avec d'autres lampes. La lampe à vapeur de mercure est intéressante parce que c'est la base des lampes dites fluocompactes. Vous savez, ces espèces de lampes qui sont en torticolis là comme ça et qui mettent 20 secondes à s'allumer. À l'intérieur, vous avez une vapeur de mercure et naturellement, cette vapeur de mercure, elle fait des espèces de raies qui sont de plusieurs couleurs. Vous voyez, vous avez 3 raies bleues, 2 raies vertes, une jaune, une rouge, moins lumineuse. Et voilà, ça c'est pour le mercure. Si on utilise une lampe à vapeur de sodium, vous allez avoir une lumière qui va être très jaune. Et si vous l'observez, vous allez voir généralement, à moins d'avoir vraiment un très bon dispositif, vous n'allez voir qu'une seule raie. En réalité, vous en avez 3. Hein. Vous le voyez aussi, le graphique au-dessus, je l'ai fait avec un spectrophotomètre beaucoup plus précis qui me permettait de faire des mesures. Et vous voyez que vous avez 3 pics. Non, vous en avez qu'un seul, hein, la vapeur de sodium. Même lui, il voit à peine les pics. Hein. Les 2 petits pics que je vous parle, ils sont ici et ici. Et on les devine vaguement, mais en réalité, on les voit pas. Donc cette lampe à vapeur de sodium, par contre, elle est encore utilisée de moins en moins dans les éclairages publics. La nuit, si vous avez des vieilles lampes jaunes sur les lampadaires, ce sont des lampes à vapeur de sodium, avec un revêtement phosphorescent, parce que sinon, vous voyez tout en gris, même si la lumière est jaune. Donc, cette lampe à vapeur de sodium, sa particularité, c'est qu'elle a qu'un seul pic visible. Comment est-ce qu'on explique que la lampe à vapeur de sodium, elle a qu'un seul pic, que la lampe à vapeur de mercure, on en compte quasiment 6 ou 7, que la lampe à vapeur d'hydrogène, on en compte 2, oui, parce que ces deux-là, en fait, ce sont les réplications de celles qui sont au milieu. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir prévoir la position de ces raies? Eh bien, en fait, la position de ces raies correspond au photon qui est émis lors du passage d'un niveau à un autre. Et nous, ce qu'on connaît, ce sont les niveaux d'énergie du sodium. Le niveau d'énergie du sodium, vous avez l'état E1 qui est à moins 5,14 électronvolts, et après vous avez 3 autres états qui sont ici. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc ça, je le mets ici. Lui, je vais mettre ici. Et donc, on va recopier ce truc-là. Alors, hop. Ne vous inquiétez pas, après je vais juste repasser, c'est juste le temps de recopier. Alors, application pour le sodium. Et on va essayer de comprendre pourquoi, avec ces quatre niveaux d'énergie, on n'a qu'une seule raie. Alors, le sodium, on a l'état fondamental E1 qui est à moins 5,14. Ah oui, les niveaux d'énergie, ils sont toujours négatifs. 0, c'est l'énergie de première ionisation, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour arracher complètement un électron à l'atome. Alors, E1, on va mettre E2 ici. L'échelle n'est pas vraiment importante. Hein. Moins 3,03. E3 ici, qui vaut moins 1,94. Et E4, qui vaut moins 1,51 électronvolts. Voilà. Donc maintenant que j'ai recopié ça, je peux repasser en plein écran. Alors, dans ce cas-là, un photon va être émis ou absorbé à chaque transition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un tableau de toutes les transitions possibles pour le sodium. Et là, vous avez que 4 états, donc ça fait relativement peu. Comment est-ce qu'on fait? Et bien, ce qu'on va faire, c'est donc le tableau. On va mettre ici état initial, ici l'état final. Donc dans l'état initial, on a donc, je vais directement mettre les valeurs. Hein. Donc moins 5,14, moins 3,03,
moins 1,94 et moins 1,51. Donc ça, c'est E1, E2, E3, E4. Ici, on fait pareil. Donc moins 5,14, moins 3,03, moins 1,94 et moins 1,51. Donc là, on a fait le tour. On va effacer tout ce qui n'est pas nécessaire. Et donc, on va calculer les énergies pour chaque transition. Alors évidemment, il y a autre chose, hein. C'est qu'évidemment, une transition de E1 vers E2, 1 de E2 vers E2, de E3 vers E3, ça correspond à une transition nulle. Donc là, vous avez 0, c'est pas la peine de le calculer celui-là. Et après, vous avez une symétrie. C'est-à-dire que de passer de E2 à E1, c'est équivalent en matière d'énergie que de passer de E1 à E2. Sauf que dans un cas, vous allez avoir le photon qui va être émis, et dans l'autre cas, le photon il va être absorbé. Donc, on va mettre juste la formule de calcul. Calcul de delta E, et ben c'est toujours E final moins E initial, ça change pas. Donc, comme le E final il est là, ce sera toujours cette colonne-là moins celle-là. Donc, pour la première, ici, eh ben, on a moins 3,03 moins 5,14. Hein. Donc là, on a 2,11. Ensuite, on a moins 1,94 moins 5,14. Donc ici, on a 3,2. J'expliquerai à quoi ça correspond. Et ici, on a moins 1,51 moins 5,14. Et ce qui fait 3,63. Voilà. On continue ensuite. Je regarde que j'enregistre quand même parce que je m'étais fait avoir le dernier coup. Donc maintenant, on a moins 1,94 moins 3,03. Ce qui fait 1,09. Et ensuite, moins 1,51 moins 3,03. Ce qui fait 1,52. Dernier calcul, celui-là, ici, on a moins 1,51 moins 1,94. Et ce qui fait 0,43 électronvolts. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a des valeurs qui sont positives. On a des états finaux qui ont plus d'énergie que les états initiaux, hein, puisque moins 3,03 c'est négatif, mais c'est moins négatif que moins 5,14. Donc ici, on a hausse du niveau d'énergie, hausse de l'énergie, l'atome a absorbé un photon. De l'autre côté, on a alors je vais changer la couleur, on va mettre quoi? Anti-violet, tiens, c'est joli. Ici, on va avoir des valeurs négatives, donc baisse de l'énergie, l'atome a émis un photon. Au niveau des valeurs,
eh ben, on a quelque chose qui est symétrique. C'est-à-dire que ici, on a moins 0,43. Ici, on a moins 1,09. Ici, on a moins 2,11. Et ainsi de suite. Donc après, je vais changer de couleur pour que ce soit moins embrouillant. Orange. Voilà. Celui-là, on va le retrouver là. Et il va faire moins 3,20. Et celui-là, on va le retrouver là avec moins 1,52. Et le tout dernier, qu'on va mettre en bleu clair, celui-là, qui va faire moins 3,63. Donc vous voyez que en fait, en pratique, hein, on a 3, on a 6, on a 12 transitions possibles, mais en réalité, on n'en calcule que 6. Donc on gagne du temps. Bon, alors là, on a calculé l'énergie. On a calculé l'énergie de chaque photon émis ou absorbé par le sodium. Et il y en a 6. Pourquoi? Le spectre ne contient qu'une raie du coup. Comment se fait-il que le spectre du sodium ne contienne qu'une seule raie, si là on vient de calculer qu'il y avait 6 photons différents? Eh bien, pour le comprendre, il va falloir convertir le tableau des énergies en longueur d'onde, de façon à voir où sont ces raies et de voir lesquelles nous manquent. Alors pour faire ça, on va gagner du temps et on va changer le calcul. C'est-à-dire que vous vous rappelez que E est égal à HC sur lambda. Ça, c'est l'énergie en joules. D'accord? Mais vous rappelez aussi que l'énergie en joules, c'est l'énergie en électronvolts multipliée par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Hein, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière sur la définition de ce qu'était l'électronvolt. Bon, alors du coup, si on mixe ces trucs-là, eh ben ça nous fait que, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va remplacer ce truc-là, là-dedans. Ça nous fait énergie en électronvolts fois 1,6 fois 10 puissance moins 19, qui est égal à HC sur lambda. Donc, on a l'énergie en électronvolts. Alors, est-ce que c'est la peine de le faire tout de suite? Plutôt. Nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on veut faire la conversion, c'est lui qu'on veut extraire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire passer de l'autre côté. Alors, pour le faire passer de l'autre côté, hein, je rappelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier des deux côtés par lambda. Ça va donner lambda fois énergie en électronvolts fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 est égal à HC. Et donc, là, ensuite, l'étape suivante, c'est qu'on va avoir lambda et on va tout faire passer de l'autre côté. Donc, ça va nous faire HC sur l'énergie en électronvolts fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Alors, pour passer de là à là, ce que j'ai fait,
c'est que ici, j'ai divisé par l'énergie en électronvolts fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Voilà. Maintenant, on va encore se simplifier le calcul, c'est-à-dire qu'on va calculer la valeur de ce bidule, qui est en fait une constante. Hein, cette valeur-là, on va la calculer. HC sur 1,6 fois 10 puissance moins 19, c'est égal à 6,63 fois 10 puissance moins 34, fois 10 puissance, fois 3 fois 10 puissance 8, donc fois 10 puissance 8 fois 3, hein, je l'ai écrit à l'envers, j'ai oublié le 3, sur 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ce nombre-là, ça va nous donner la constante et ça nous permettra d'aller plus vite sur le calcul, vous allez voir. Donc ça nous fait 6,63 10 moins 34 fois 3 10 puissance 8 divisé par 1,6 10 puissance moins 19, ce qui fait 1,24 10 moins 6. Au fait, c'est quoi l'unité de ce nombre? Ce nombre, on l'appelle comment? Là, il n'y a pas de référence. Hein. On va décider de l'appeler avec une lettre particulière, mais ça n'existe nulle part comment on va dire, dans la littérature. À la limite, on pourrait chercher sur Internet s'il y a une valeur particulière pour ce truc-là, mais on va la noter quoi? Ah, grand R, tiens. Allez, grand R. R, c'est cool. Alors, c'est quoi son unité, si on doit chercher? Ici, on a des mètres. On pourrait même aller plus loin et directement calculer le lambda en nanomètres en divisant tout ça par 10 moins 9, oui, en divisant par 10 puissance moins 9. Comme ça, on aurait directement un résultat en nanomètres. Donc ça, ce sont des mètres. Ça, ce sont des électronvolts. Et donc, on a ce machin-là. Alors, du coup, il faudrait qu'on ait des électronvolts divisés par des mètres. Donc, ce sont des électronvolts par mètre. Voilà. Cette valeur-là va nous permettre de faire le calcul plus vite parce que du coup, on a maintenant convertir. On a lambda qui est égal à R sur E en électronvolts. Donc on va reprendre le tableau du dessus. Et donc je vais utiliser mon lasso pour le faire. Voilà. Hop. Copier. Et on va descendre pour coller cela. Ah, il veut pas. Il veut pas. Coller. Voilà. Donc j'ai ce truc là et je vais le recopier à côté pour le reproduire et puis faire les conversions au fur et à mesure. Alors, moins 5,14, moins 3,03, moins 1,94 et moins 1,51. Moins 5,14, moins 3,03, moins 1,94 et moins 1,51. Voilà. Donc, comme vous avez compris, hein, ces valeurs-là, je ne vais pas les traiter. Et les valeurs qui sont ici, je ne vais pas les traiter non plus parce que ce sont les mêmes que les valeurs qui sont en dessous. Bon, alors maintenant, j'ai plus qu'à faire. Hein. Est-ce que je divise par 10 moins 9 histoire de gagner du temps? Non.
Du coup, pour avoir directement un nanomètre, hein, on va l'appeler R étoile parce que c'est mieux. Ça va nous faire 1,27 fois 10 puissance. Et alors, on va multiplier par 10-9, donc ça fait 10 puissance 3. Et donc là, ce sera des électronvolts par nanomètre. Et du coup, on aura directement la longueur d'onde en nanomètres. C'est magique les mathématiques. Donc du coup, on va faire R. Donc R, c'est 1,24 10 puissance 3 divisé par 2,11. Et donc ici, ça nous fait 588 nanomètres. Ensuite, on a 1,24 10 puissance 3 divisé par 3,2, ce qui nous fait 388 nanomètres. Et ensuite, on a 3,63, ce qui nous fait 342 nanomètres. OK. Ensuite, on a 1,09, ce qui nous fait 1140. Donc 1,09. Hein. Donc 1140. 1,52. Donc ça nous fait 816. Et 0,43. Ce qui nous fait 2880. Alors, vous avez remarqué que j'avais utilisé des couleurs, hein, du violet, du rouge et du jaune. Pourquoi, à votre avis? Ben, c'est tout simplement parce que je suis en train de définir des domaines différents. Hein. J'ai de l'ultraviolet ou du proche ultraviolet en tout cas ici. Alors pourquoi je dis proche UV? C'est parce que dans le programme, on accepte le fait que vous considériez que que le domaine visible il aille de 400 à 800 nanomètres. Si votre domaine dans votre tête il va de 400 à 800 nanomètres, effectivement quelque chose de 388 nanomètres vous ne le voyez pas. En pratique, c'est plutôt 380 780. Et donc 388, ça rentre dans l'extrême limite du spectre UV. Donc si on était dans un noir parfait et qu'on observait cette lumière-là, peut-être qu'on aurait une petite sensation bleue qui apparaîtrait. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en plein milieu, on a quelque chose qui est très visible, quasiment au maximum de notre sensibilité. Hein, le 588 nanomètres, on est en plein dans le jaune. En lumière, dans l'obscurité, le jaune, c'est la lumière, c'est la couleur à laquelle on est le plus sensible. Donc celle-là vient complètement masquer l'autre ray. Hein. Donc ici, là, on est dans le visible. Et évidemment, au-delà de 800 nanomètres, eh ben, vous ne voyez plus rien parce que vous êtes maintenant dans les infrarouges. Et donc la raison pour laquelle ce spectre de la lampe à vapeur de sodium, il n'y a qu'une seule raie à l'intérieur, c'est parce qu'en réalité, il y en a bien 6, mais que sur les 6, il n'y en a qu'une seule qui est visible avec nos yeux. C'est-à-dire que si on utilisait un appareil qui était sensible au proche infrarouge ou à l'ultraviolet, eh bien, nous serions capables de voir toutes les raies du sodium et de voir davantage de couleurs que ce qu'on peut voir à l'observation à l'œil nu. Donc voilà pour la démarche. Voilà comment est-ce qu'on fait pour passer de niveau d'énergie et retrouver les raies du spectre. Alors ce qu'il faut voir, c'est que vous voyez, hein, là on est sur le sodium avec simplement 4 niveaux d'énergie différents et on a déjà 6 raies différentes, 12 calculs dans le tableau, il faut aller chercher les valeurs, faire les conversions, c'est relativement compliqué.
C'est pour ça que ce genre d'exercice, à mon sens, il arrivera plutôt en fin de 3C. D'ailleurs, au passage, les E3C, la banque est devenue publique, donc vous y avez accès, je crois que c'est... alors... banque E3C. Banque E3C, voilà. C'est quand je passe le bac. Alors vous voyez, hein, comme toujours sur Google, les premiers trucs sont des sites commerciaux. C'est quand je le passe le bac.education.fr. Voilà. Sur celui-là, vous avez accès normalement à toutes les banques de tous les E3C que vous auriez dû passer cette année et pour lesquels vous êtes donc voilà, enseignement spécialité, enseignement scientifique, et donc qu'on nous demandait de ne surtout pas vous divulguer, même si nous, ça fait 2 mois qu'on les a. Voilà, voilà, voilà. Donc spécialité physique-chimie, E3C 127 éléments, c'est bien ça, ce sont les 127 sujets qui étaient disponibles pour les E3C. Donc dans la démarche, hein, nous on était censé en choisir 3, et de façon à vous les proposer pour les E3C. Donc hein, le sujet, on n'avait pas le droit de le modifier, ce qui fait que par exemple, si on avait choisi le sujet 13, eh ben, vous auriez très exactement le fichier qui apparaît ici, tel quel. Voilà, le Solar Impulse, l'avion solaire, tiens, ben, je l'avais regardé celui-là. Avec les longueurs d'onde d'absorption, les infrarouges, la constante de Planck. Alors vous voyez, moi j'ai mis 663, eux ils disent 662. Bon, ça change pas grand-chose. Le hasard fait bien les choses quand même. Montrer qu'un photon d'énergie 1,12 électronvolts est associé à un rayonnement de longueur d'onde lambda voisine de 1 micromètre. Donc ça maintenant, bah, ces exercices-là, vous savez les faire. Donc vous voyez, on a bien choisi sur l'effet photovoltaïque. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, hein, puisque comme je vous l'ai dit, le programme pour moi il est terminé. Je vais essayer de regarder un petit peu la banque, voir s'il y a des exercices intéressants à vous proposer. Et puis ce que je vous propose, c'est que bah, vous les travaillez un petit peu, je vous les donnerai en avance, vous les travaillez, et puis je vous donne le corrigé derrière, sachant que bah, il n'y a aucun enjeu pour vous, si ce n'est d'être sûr d'être bien préparé pour l'année prochaine, hein, pour ceux qui continuent la physique-chimie. Voilà, voilà, voilà. Donc comme je vous disais, l'exercice le plus complet que vous puissiez imaginer sur ce sujet, c'est celui que je vous ai mis à disposition tout en bas. Voilà, donc hein, vous allez dans première spé, on des signaux, ici, là, et vous descendez tout en bas. Vous donc descendez tout en bas si mon ordinateur a décidé de le faire. Hop, vous allez arriver ici, voilà, et je vous explique l'exercice maintenant. Vous avez un spectre avec des raies. Alors un nombre de raies qui va dépendre, c'est-à-dire que je me suis arrangé pour pas que vous ayez trop de calculs. Donc je crois que la limite, c'est le maximum, c'est 6 niveaux d'énergie, ou peut-être 5, je sais plus. Pour pas qu'il y ait trop de raies et de calculs à faire dans votre tableau comme j'ai fait. Donc voilà, vous avez un spectre, des niveaux d'énergie qui se mettent sur le côté. Ces niveaux d'énergie ne correspondent à aucun atome, ils sont totalement tirés au hasard, mais c'est pas grave puisque vous avez besoin de vous entraîner sur le principe, pas sur des exemples réels, parce que sinon je serais vraiment limité. Et donc je vous dis, bon, cet élément, j'ai décidé de l'appeler le tarte aux pommes. Et donc vous avez des spectres, vous avez des raies, et il va falloir être capable de me dire quelle est à quelle transition la raie d'émission correspond. Donc, je vous donne la démarche hein, pour chacune, c'est-à-dire, dans un premier temps, bah, vous donnez la longueur d'onde de chacune des raies. Donc ici, par exemple, bah, ce serait 500, mettons. Voilà. Donc, à partir de 500, vous êtes capable de me trouver la variation d'énergie en faisant E égale HC sur lambda. À partir de là,
eh ben, vous avez un nombre d'énergie en électronvolts. Ce nombre d'énergie en électronvolts correspond à la différence entre deux niveaux qui sont marqués là-dessus. Donc, par exemple, bah tiens, on va faire le calcul ici. Donc E, alors ça fait 6,63 10 puissance moins 34 fois 3 10 puissance 8 sur lambda, donc divisé par 510 moins 9. Donc ça nous fait 3,98 fois 10 puissance moins 19. On va convertir ça en... Donc on a 3,98 fois 10 puissance moins 19 joules. On divise par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc divisé par 1,6 10 puissance moins 19, ça nous fait 2,49 électronvolts. Donc on va chercher dans ce diagramme-là quelles sont les valeurs qui valent 2,49. Alors 2,49. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va regarder les valeurs. Le niveau le plus bas, c'est moins 1,55 électronvolts. Pour monter à 3,08, il faut déjà 1,55 électronvolts. Donc le 2,49, ça marche pas. Par contre, si on fait 4,04 moins 1,55, ça nous fait 2,49. Donc du coup ici, c'est une émission, ça veut dire qu'il est passé du niveau le plus élevé au niveau le plus bas. Ça correspondrait au passage de E4 à E0. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez de l'énergie de transition. Donc là, j'ai peut-être mal calculé. Ah bah oui, j'ai oublié de faire ça. En électronvolts, ça nous faisait 2,49. 2,49. Voilà. Validé. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez vu, chaque résultat va vous dire d'où peut venir éventuellement l'erreur de calcul que vous avez faite. Et quand vous avez trouvé une transition qui correspond effectivement, il va vous mettre OK pour que vous sachiez si c'est bon. Donc le but, c'est de le faire au moins une fois et de réussir à retrouver toutes les transitions d'énergie. Si vous arrivez à faire ça, franchement, vous avez tout compris de ce chapitre. Voilà, bonne journée.